Hi, I'm Adrian Strittmatter. Welcome to Bricks and More. I'm the CEO and co-founder of Centis, a global creative consultancy specializing in destinations, real estate, and the hospitality sector. Bricks and More is all about exploring how to generate, unlock, and maximize real estate value. Our mission is to challenge outdated and limiting notions of how this is done. In each episode, we talk to top professionals to uncover innovative strategies that drive short, medium, and long-term gains. So if you're passionate about making real estate more valuable for more people, you're in the right place. Welcome to Bricks and More. Les bureaux sont aujourd'hui plus que jamais sous une énorme pression. Le capital est plus contraint, les utilisateurs sont plus exigeants et la réglementation s'accélère. Et les matières en attente d'expérience, de durabilité et de performance ont profondément évolué. Alors d'où vient réellement la valeur des bureaux aujourd'hui ? Dans cet épisode de Bricks and More, nous explorons comment la valeur se crée, se protège et se développe. En considérant les bureaux plus seulement comme des actifs, mais à travers une vision et une exécution à 360 degrés. Ceci est une conversation sur la performance long terme, le repositionnement centré sur l'utilisateur et la transformation RSE. Avec une conviction forte. L'avenir des bureaux appartient à ceux qui comprennent tout l'écosystème. Pour décrypter ces enjeux, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Charles Ragonce, directeur général pôle immobilier chez Praemia. Charles apporte une vision rare de l'immobilier, avec plus de 20 ans d'expérience en tant qu'investisseur, asset manager, conseil et même utilisateur final. Une approche qui est véritablement globale de la création de valeur et des endroits où elle se perd. Chez Praemia, il pilote la stratégie bureau au sein d'une plateforme pan-européenne présente dans 5 classes d'actifs et dans plus de 12 pays. Des portefeuilles qui sont complexes, au service d'investisseurs institutionnels comme des particuliers. Dans cet épisode, Charles nous partage comment Praemia anticipe la valeur future, repense le bureau face aux nouveaux usages et redéfinit les critères de performance. Charles, bienvenue dans Bricks and More, ce Paris spécial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Petite question, presque à titre personnel au début. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui ? Quel a été ton journey, comme on dit en anglais ? Journey. C'est une histoire de rencontre, en fait, ce parcours. J'ai démarré ma carrière dans le conseil au début. Donc rien à voir avec l'immobilier. Sortant d'école de commerce et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc, je me suis dit que le conseil, c'était bien, j'allais toucher à plein de choses. Et un de mes clients était Unibail. Ok. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Unibail, en réalité. Avec, au départ, un CDD. Enfin, un CDD. En fait, c'était un CDI, mais quand j'ai vu Guillaume Poitrinel à l'époque, il m'a dit c'est pour 18 mois, après c'est dedans pour faire de l'immobilier ou dehors. Je me suis dit, bon, contrat clair. Et donc, j'ai commencé chez Unibail. Et là, je me suis beaucoup amusé après avoir fait un peu de conseil en interne au pôle bureau. Donc, j'ai fait de l'investissement, du développement, d'asset management, en touchant à un actif qui était notamment avec beaucoup de mixité, qui était le CNIT, à la Défense, sur lequel je me suis beaucoup amusé. Ensuite, j'ai basculé en suivant ma manager de l'époque, qui était Nathalie Charles, donc c'est encore une rencontre, à la direction immobilier groupe du groupe EDF. On a fait plein de choses, des stratégies immobilières, des plans stratégiques d'occupation, l'implantation de nouveaux modes de travail et la vision de ce qu'était un utilisateur de l'intérieur et des leviers de décision chez un utilisateur. Et ça, c'était quand ? Ça, c'est juste après, donc c'est 2009. Ah ouais, donc c'est tôt, parce qu'on parle maintenant souvent de ce trend-là. Donc déjà là, à ce moment-là, il y avait une modélisation à ce niveau-là. Ouais, 2009, 2014. Je me suis amusé parce que j'ai monté une équipe dédiée aux enjeux d'EDF en tant qu'utilisateur. Et ça, c'était assez passionnant. C'était une aventure humaine en plus d'une aventure immobilière. Ah, c'est clair. Ensuite, idem, une rencontre avec Gilles Bethauser et je bascule chez Colliers. Donc je reviens à un métier de conseil, mais en immobilier. Tout nouveau pour moi. Les métiers de la transaction et du conseil, c'est très différent du mindset de l'utilisateur et de l'investisseur. Et là, j'y suis resté 4 ans et puis j'ai décidé au bout de 4 ans de partir et de revenir à mes premières amours de propriétaire et de maître d'ouvrage. Avec un axe un peu différent parce que chez Primonial, devenu Praemia, c'est une société de gestion, donc on gère l'argent des autres, en tout cas l'argent que nous confient les investisseurs. Donc c'est pas exactement le même mindset qu'une foncière. Et puis sur 5 classes d'actifs et avec une plateforme européenne. Donc là, le champ est très vaste. Et depuis 7 ans, je m'amuse beaucoup.
Et pour ceux qui justement, connaissaient peut-être Primonial et maintenant Primia, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, c'est quoi l'ADN de la société et peut-être les classes d'actifs, comme tu mentionnais, quelles sont au niveau pan-européen? Alors, l'ADN, c'est que c'est une société relativement jeune, ça a 13 ans. On gère 35 milliards d'actifs qui sont répartis sur 5 classes d'actifs différents. La santé qui est la majeure, qui correspond à 50% à peu près de ce qu'on gère. Donc la santé, c'est des cliniques privées, des EHPAD, des crèches, santé et éducation. Donc il y a aussi des écoles. La deuxième classe d'actifs en valeur, c'est le bureau, qui est la classe d'actifs historique par laquelle Primonial a démarré. Et puis après, on a pour les 20% du patrimoine restant des classes d'actifs de diversification, le commerce, le résidentiel sous toutes ses formes et l'hôtellerie. Et ça, selon les classes d'actifs, avec une empreinte qui est une empreinte plus ou moins européenne, le bureau étant exclusivement français. Et l'argent qui est investi dans ces actifs vient de 2 grandes familles d'investisseurs, des investisseurs dits retail, donc des particuliers qui investissent au travers de véhicules qui font appel public à l'épargne, et puis des investisseurs institutionnels, assureurs, caisses de retraite notamment. Et alors, je ne sais pas très bien si on va dire les 4-5 dernières années ont été, pour utiliser un mot anglais, challenging, ou dynamic, ou fluide, ça peut dire. Justement, en focalisant justement sur le pôle bureau, et on est sur le Paris Special, sur le pôle bureau français, comment est-ce que vous avez vécu justement ce marché? Comment est-ce qu'il vous a affecté? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que vous avez navigué ce marché? Un peu à vue au départ. C'est une classe d'actifs qui subit une révolution. Alors c'est en même temps difficile parce que ça a un impact sur les valeurs qui est très important, parce qu'on est dans une phase où il y a eu surproduction de bureaux et donc il y a surcapacité au global en bureaux. Mais on est aussi dans une phase où le bureau se réinvente, continue sa mue. Les tendances à l'œuvre qui ont été accélérées par le Covid notamment, elles sont là, c'est des tendances de long terme. Le télétravail, la flexibilité, la mixité, la réversibilité, tous ces mots valises dans lesquels on met plein de choses. On travaillait dessus avec des évolutions, j'allais dire, lentes depuis un moment. Ça s'est beaucoup accéléré. Et donc ça, c'est passionnant, mais ça nécessite qu'on réinvente aussi notre modèle de propriétaire, notre façon de faire, notre façon de revoir les immeubles et de les projeter à long terme. Et quels sont justement les facteurs guidants qui t'aident justement à avoir cette vision un peu plus long terme? C'est quoi les métriques que tu vas utiliser justement pour aider à naviguer justement? Alors, les métriques, il y a des choses ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des choses qui sont difficiles à mesurer et pour lesquelles on n'est pas encore complètement mature. Évidemment, dans les fondamentaux d'un immeuble de bureau, c'est toujours les mêmes, et j'allais dire encore plus location en bon français. Donc ça, c'est encore plus qu'avant. Alors, plus que la localisation, et ça a un peu changé, c'est la centralité. Le sujet de l'enjeu d'être au cœur de quelque chose. C'est pas forcément au cœur d'une ville, mais au cœur de quelque chose. Et donc d'un environnement avec de la mixité, de l'accessibilité, avec de la vie en réalité. On voit que c'est remonté très fort dans les besoins des utilisateurs finaux. Donc la localisation est importante, parce que ça, une fois que l'immeuble est posé là où il est, on ne peut pas agir dessus. Ou peu. Le deuxième point, c'est l'efficacité du rendement de plan. Ça n'a pas changé non plus. C'est un des fondamentaux de la valeur qui est là depuis toujours. Donc, est-ce que je vais pouvoir avoir une densité d'usage? C'est encore plus présent qu'hier, parce que télétravail, flexibilité des aménagements, beaucoup plus de besoins de réunion, et donc la flexibilité d'usage et l'horizontalité sont des éléments qui sont de plus en plus recherchés par les utilisateurs et qui fondent une partie de la valeur. Ensuite, toute la partie service et user experience, toute cette partie-là, elle est plus soft, j'allais dire, plus difficilement mesurable. Qu'est-ce qu'on est capable de déployer dessus? Alors, c'est lié à la taille. Je pense quand même qu'il y a une taille critique minimum d'immeuble pour des investisseurs de long terme qui est importante. C'est variable selon la localisation, parce que évidemment tout ça est un jeu de facteurs qui s'influencent les uns les autres. Bien sûr. Mais voilà, grosso modo, effectivement, localisation, efficacité et capacité à déployer une expérience utilisateur finale. Et ce que je trouve hyper intéressant quand tu décrivais ton parcours, c'est que justement cette expérience utilisateur, c'est quelque chose sur lequel tu travaillais déjà à l'époque. Comment est-ce que
quelles ont été justement ces mutations? Est-ce que là aussi il y a des fondamentaux qui n'ont pas changé mais qui ont juste été accélérés? Comment est-ce que tu perçois cette expérience utilisateur en fait? Comment est-ce que elle te C'est nourrit? très variable. Dans ce qu'on voit chez nos clients, c'est très variable d'un utilisateur à l'autre. Moi, ce que j'ai vu dans mon parcours en tant que dans une direction immobilière, plus exactement, c'est quand tu es propriétaire, tu te dis, bon, alors l'immeuble, il a les standards auxquels il doit répondre, et donc la trame, c'est 1,35, la hauteur sous plafond, c'est minimum 270, le plafond est filant, le faux plancher. Voilà, j'ai coché à peu près toutes les cases, et donc je déploie un programme qui standardise l'immeuble. Du point de vue de l'utilisateur, parfois, réfléchir à faire tomber une poutre au plafond pour avoir un plafond filant sur toute la longueur du plateau, on s'en fiche. Cette vision-là, qui facilite la lecture de l'immeuble, mais qui facilite pas forcément la projection ou l'usage de l'utilisateur, in fine, qui, si ça avait été pour lui, aurait décidé de mettre l'argent ailleurs pour en favoriser l'usage. La capacité à se poser ces questions-là sur l'affectation des poches de CAPEX aux bons endroits, sans vouloir de la standardisation à outrance, est un élément assez important. Et après, sur l'expérience, là, moi, quand j'étais en direction immobilière, on n'en était pas encore là. Aujourd'hui, on va très très loin. Je pense que l'enjeu de remettre de l'humain dans les immeubles, après avoir fait beaucoup de plaquettes avec plein de services qui étaient assez peu utilisés in fine, remettre des gens dans les immeubles pour rendre les immeubles vivants et pour que ce soit des lieux de vie, plus que des catalogues de services. C'est quelque chose de fondamental qu'attendent les utilisateurs. C'est difficile, et c'est difficile à faire quand c'est pas ton métier. Et nous, notre métier de propriétaire immobilier, il n'était pas fait de ça. En tout cas, pas sur la classe d'actifs bureau. C'est là où la nourriture qu'on peut avoir à travers les projections de ce qui a pu être fait sur d'autres classes d'actifs. Je pense au retail notamment. Ça, c'est intéressant. Et là, est-ce que, comme tu disais, tu as différentes entreprises qui ont différents besoins, différents retours. Est-ce que tu vois que quand tu dois, quelque part, pitcher un bureau à un utilisateur, que tu te retrouves à devoir le pitcher à plus de gens avec des arguments qui sont différents? C'est plus compliqué quelque part, un peu? C'est plus compliqué, oui, c'est plus compliqué quand tu es multi-utilisateur et que tu cibles un panel très large. Il y a des fondamentaux qui restent les mêmes. Selon la localisation, évidemment, tu vas pas t'adresser aux mêmes cibles dans le cœur du CBD parisien et à la Défense, par exemple. Les leviers sont pas exactement les mêmes. C'est compliqué et en même temps pas si différent en réalité. Si je réfléchis on a un actif que j'adore qui est le Lumière dans Paris, qui est le plus grand actif de bureau dans Paris intramuros. C'est un actif qui fait 120 000 mètres carrés. Donc c'est grosso modo 2 tours de la Défense. C'est énorme, c'est assez grand. Sauf que c'est pas un immeuble de grande hauteur. Et c'est un actif qui a 100 000 mètres carrés de bureaux. Donc c'est immense, c'est une ville, et c'est très grand et c'est très mixte. Et on adresse des cibles d'utilisateurs qui vont de 500 mètres carrés à 40 000. Et tu te rends compte que, en réalité, évidemment que l'utilisateur de 40 000 mètres carrés, il va avoir tendance à internaliser un tas de services pour sa population. Par rapport à quelqu'un qui aura une emprise beaucoup moins importante. En revanche, l'intérêt pour eux de bénéficier de services mutualisés, d'avoir un immeuble qui vit et qui a une taille critique pour vivre tout le temps, et l'attachement au bâtiment est finalement le même pour l'ensemble des populations. Et après, quand tu te retrouves en équipe, justement sur le côté enterprise, à le pitcher en interne, est-ce que tu as plus d'intervenants sur le decision-making process côté tenant? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous pitchez les bureaux maintenant en interne à une entreprise? Typiquement, nous, on le voit avec les équipes RH ou les équipes même marketing qui peuvent influencer le choix ou non de choisir cet immeuble-là. Est-ce que là, tu dois jouer ta partition à plus de monde, au fait, quelque part? En fait, moi, j'ai vécu ça de l'intérieur parce que quand tu es dans une direction immobilière, ton job, c'est d'aller porter un projet immobilier à tes clients internes. Les clients internes, c'est l'entité utilisatrice finale. En premier lieu, sa DRH et son directeur financier. Donc, en fait, c'est ton job au quotidien d'aller porter des projets immobiliers. Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était de me dire, mais en fait, les propriétaires pensent pas
à me faciliter la vie, moi, en tant que porteur de projet immobilier, en me donnant des arguments pour ma DRH, pour mon directeur financier, pour ma com. C'est dur d'être ambassadeur, en fait. Et de plus en plus, ça vient. C'est-à-dire que l'ensemble des propriétaires, maintenant, effectivement, se sont mis, en tout cas, moi, j'ai poussé les équipes vers ça, qui est de dire, on a plusieurs cibles. Et elles vont pas avoir le même poids dans l'entreprise selon l'entreprise à laquelle on s'adresse et selon son moment. Évidemment que... Et son besoin. Le poids général des directeurs financiers était probablement moins important en sortie de Covid avec la mise en place du télétravail où les DRH avaient un impact très fort versus aujourd'hui où les marges des entreprises sont très serrées et où la recherche d'efficacité financière est beaucoup plus prégnante. Et donc il y a probablement un rééquilibrage dans les prises de décision et les éléments pris en compte dans les décisions immobilières. Après, on n'a pas tout de suite accès au DRH, DIRCOM, etc. Mais en général, très vite, les porteurs de projets immobiliers, qu'ils soient direction immobilière ou d'autres, parce que parfois, il n'y a pas de direction immobilière à proprement parler, très rapidement, c'est quand même des décisions de direction générale, en réalité. Qui doivent valider les choix. Et ces choix... Est-ce que tu pourrais définir quelque part un immeuble de bureau parfait, au fait, où c'est un espèce de win-win pour tout le monde? Est-ce que tu as un descriptif, au fait, de ce que c'est aujourd'hui un parfait immeuble de bureau? À quoi il doit répondre? Non, j'en ai pas. Parce que notre job, c'est de faire du sur-mesure. On fait assez peu de prêt-à-porter. On réutilise des recettes et des bases. L'expérience que vous avez. Qu'on a mis en place et qui ont fonctionné. Il y a un certain nombre de fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, techniques, environnementaux, on va en reparler, mais l'immeuble de bureau parfait, il est très différent d'une entreprise à l'autre. Mais comme ton appart ou ta maison, ça convient à toi et pas forcément à moi. Donc, selon les équilibres et le moment du cycle dans lequel est l'entreprise, on n'a pas exactement les mêmes desiderata, heureusement, parce que sinon, il n'y aurait qu'un type d'immeuble qui se louerait. Maintenant, il y a des grands fondamentaux qui doivent être cochés quoi qu'il arrive pour que l'immeuble ait le moins d'imperfections possible. En fait, le sujet, c'est plutôt celui-là, c'est de travailler à réduire les freins, les imperfections, parce qu'il y en aura toujours, et à pas trop rendre l'immeuble neutre. C'est le pire ennemi. Ce dont je parlais tout à l'heure, qui était la standardisation du produit immobilier de bureau, avec ses normes, ses trames, ses hauteurs sur le plafond, etc. Et la volonté qu'il soit adapté à un type de client le plus large possible. Ça, c'est une tendance forte, évidemment, qu'on a tous derrière nous et qui pousse beaucoup, et contre laquelle il faut parfois se bagarrer pour que l'immeuble ait de l'identité. Parce que ça rend les immeubles sinon complètement neutres, banal, sans goût, sans saveur, sans capacité à se projeter, à s'identifier. L'architecture est un point important. L'architecture extérieure et l'architecture d'intérieur d'un immeuble, c'est un élément qui est fondamental parce que ça permet de la fierté du collaborateur ou de l'entreprise. Ça permet une identification. Je suis dans tel ou tel bâtiment. C'est Norman Foster ou c'est Frank Gehry ou c'est Jean Nouvel. La capacité de raconter des histoires. La capacité de raconter des histoires, avoir une identité esthétique forte qui forcément va typer le produit. C'est quelque chose qui, à mon sens, est à prendre en compte. On a parlé justement d'adaptabilité, de réversibilité de classes d'actifs et aussi de différentes localisations qui ont la capacité de porter différentes classes d'actifs. Est-ce que des fois vous avez hérité, vous avez reçu, vous avez un actif dans votre portefeuille, vous êtes face à des choix quasi existentiels au fait de comment est-ce que vous allez le redévelopper? Ouais, alors existentiel, je sais pas, mais en tout cas qui ont un impact sur la stratégie, particulièrement en bureau. Dans la période post-Covid dans laquelle on est, il y a de la surproduction. Donc il y a des endroits et des localisations qui sont plus adaptés, sur lesquels on n'a pas de conviction à long terme. Et puis paradoxalement, il y a des endroits sur lesquels on sait qu'il va y avoir de la suroffre et il y a de la surcapacité, mais sur lesquels on est capable de se fonder une conviction à long terme. En se disant c'est durablement un immeuble de bureau. Il va y avoir une phase conjoncturelle plus ou moins longue, mais c'est durablement un immeuble de bureau. C'est là où les approches, elles sont forcément sur mesure, elles sont multifactorielles, mais si je prends un exemple, un immeuble comme Ovalie à Saint-Ouen, qui est un immeuble libéré par Samsung, bord périph' post-Covid. Samsung est dans une logique de réduction de surface, mise en place du télétravail, réduction de surface, volonté d'avoir un immeuble plus up-to-date.
décide de bouger et on se pose la question de se dire bon, ok, il y a de la surproduction à Saint-Ouen, c'est évident, ça va durer quand même un certain temps, mais cet actif est très visible, il est très efficace, il a des bons fondamentaux et on a une conviction sur le fait qu'à cet endroit il y aura du bureau à long terme. Et donc là on décide et on passe une décision d'investissement pour réinjecter des capex pour repositionner cet immeuble, même si on sait que ce sera pas un chemin facile que d'aller le relouer. À d'autres endroits, on n'a pas cette conviction. Et là, la stratégie du fonds, la stratégie de l'investisseur rentre en ligne de compte. Si c'est un investisseur qui n'a pas de stratégie pour accompagner des transformations d'actifs, si c'est un investisseur de long terme qui t'a confié son argent pour l'investir sur du bureau et que en réalité tu dois réinjecter des capex pour peut-être un jour pouvoir sortir en résidence étudiante, c'est pas exactement la feuille de route. Et donc là, on a des décisions qui peuvent être des décisions effectivement de faire tourner le patrimoine, de sortir, ou alors de développer des permis en fonction de la stratégie de l'investisseur. La stratégie de l'investisseur. C'est des approches qui sont toujours sur mesure. Il n'y a pas de vérité qui bouge pas dans le temps. Et peut-être qu'on aura aussi un effet de balancier. On voit quand même un retour sur le télétravail, même si on reviendra pas à la situation initiale, on aura peut-être un effet de balancier qui nous fera reconsidérer des stratégies qu'on a prises à un moment donné. Mais effectivement, c'est des décisions qui sont assez intéressantes, mais parfois un peu difficiles du point de vue capitalistique. Bah, comme tu dis, je pense que en fait, tu te retrouves à devoir à avoir plus de choix de modélisation future de classe d'actifs. On a parlé justement de redéveloppement, on a parlé de ces choix que tu dois faire, les moments aussi de commercialisation et ces périodes plus ou moins longues, mais il y a aussi une partie d'asset management où justement là, on a un asset et on doit le faire tourner, on a nos locataires, Comment est-ce que justement tu as vu ce métier changer, évoluer, peut-être devenir, comme on l'a dit, de plus en plus proche de ce métier d'opérateur en fait? Il continue à changer. On est en plein dans une révolution forte. Il y a les périodes de croissance forte de valeur ou de décroissance forte de valeur sous l'effet mécanique des compressions ou des compressions de taux effacent effectivement la visibilité ou l'impact financier des actions d'asset management en tant que tel. Parce que quand tu es pris dans le flot d'une compression ou d'une décompression très rapide, tu peux essayer de limiter l'impact à la baisse de la valeur, parce que l'impact à la hausse, il vaut mieux pas le limiter, mais, mais tu peux pas le compenser. Dans une période de stabilité dans laquelle on rentre là, l'impact de l'asset management est plus important et plus fort, et il s'exprime d'autant plus que ton immeuble est important, en taille, je veux dire. C'est-à-dire que sur un immeuble, prenons le cas d'un hôtel particulier parisien, quartier central des affaires, 3000 m², tu peux faire des choses, mais tu peux faire des choses sur les capex et l'opération de repositionnement, mais en réalité, une fois que tu as fait ton repositionnement d'actifs et la commercialisation, l'asset management long terme est assez classique, j'allais dire. Sur des actifs de plus grande taille, plus servicés, avec plus d'expérience, effectivement, là, il va y avoir un impact et une approche de plus en plus opérateur qui nécessite qu'on s'adapte parce qu'on n'a pas forcément les équipes pour, mais qui est assez passionnante à mettre en œuvre. Sur un actif comme Lumière, par exemple, le fait de se dire, on a pris une décision assez structurante, c'est que au-delà des décisions d'investissement, des mises en place de services, des restructurations d'espace, à un moment donné, la bibliothèque publique d'information nous déclare un intérêt sur l'immeuble qui est ERP première catégorie, donc c'est un des rares ERP première catégorie capable d'accueillir une bibliothèque aussi importante. C'est la bibliothèque de Beaubourg. Donc la bibliothèque de Beaubourg déménage pendant les travaux et on nous dit bah voilà, est-ce que c'est pas un bail 9 ans ferme forever est-ce qu'on accueille la bibliothèque publique d'information? Alors évidemment, la première réponse est oui, parce qu'on ne refuse pas un client, mais quel est l'impact sur l'immeuble? Parce que c'est du flux, c'est des visiteurs. Et en réalité, ça fait aussi partie des enjeux d'asset management que de considérer comment ton immeuble va vivre. Est-ce qu'il va y avoir des gens dedans? Est-ce qu'il va y avoir de la vie? Et quel est l'impact sur les autres locataires? Est-ce que tu es en train de tuer un potentiel intérêt pour un locataire, j'allais dire, plus classique, corporate ou pas? Alors on est très content parce que la BPI a ouvert et s'est installée assez récemment là sur Lumière, et ça change complètement la vie dans le bâtiment et les flux. Les flux. Et ça, alors là on n'est pas opérateur, tu vois, on n'est pas encore dans ce modèle où on opérerait nous-mêmes dans des logiques de plug and play, mais
Tu on y dois y viendra. réfléchir, en fait, tu Voilà, dois modéliser exactement. l'impact que ça peut avoir. Mais c'est difficile d'avoir des KPIs là-dessus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et là, est-ce que tu penses que justement dans les... c'est une question un peu plus holistique sur la formation d'asset manager. Est-ce que là, toi, tu verrais, même presque le recrutement venir d'autres classes d'actifs où ils ont plus l'habitude, où en gros, ils doivent comprendre un peu comment marche un immeuble commercial de bureau, mais qu'ils ont cette expérience utilisateur-opérateur. Est-ce que tu vois des people coming into the space, au fait, qui viennent travailler avec vous, qui ont peut-être plus cette notion même de hospitality ou d'opérateur? On va l'avoir. Ouais. On l'a eu sur d'autres classes d'actifs. On parlait du retail tout à l'heure, sur les centres commerciaux. Ouais. Les directeurs de centres commerciaux, ils n'ont pas exactement le même profil que les asset managers. Il y a des choses en commun, mais... Et sur le bureau, c'est une classe d'actifs qui avait accompagné la financiarisation de l'immobilier dans les années 2000-2010, très forte, avec des profils qui étaient des profils très financiers et qui vont rester à dominante financière. Je pense qu'on ne peut pas faire tout à une même personne. Le mouton à 12 pattes, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc on peut donner un vernis. Un asset manager, c'est un chef d'orchestre pour moi. Donc on peut lui donner un vernis, mais son talent, ça va être justement de faire appel à des compétences qui seront dans les équipes immobilières ou dans les équipes d'asset management de tel ou tel propriétaire pour mettre en musique une partition qui est forcément avec plusieurs musiciens, quoi. Et justement, avec cette notion presque un peu plus d'hybridation, de hospitality au niveau des classes d'actifs bureaux, est-ce que pour les investisseurs potentiels, est-ce que tu penses qu'il y a un appétit, une appétence justement qui est revenue, presque une confiance qui est revenue dans le bureau, ou ça peine encore à se montrer? C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, l'hybridation des immeubles de bureau, alors c'est quand même assez balbutiant malgré tout. D'abord, on parle de porosité, c'est-à-dire qu'on accepte que les immeubles puissent être accessibles à des gens qui ne sont pas des salariés ou des visiteurs, des entreprises locataires. Déjà, quand on parle de porosité, on ouvre les immeubles, on ouvre les socles. Enfin, c'est un énorme enjeu à la Défense, par exemple, d'ouvrir les tours, parce que c'est une architecture qui n'a pas été pensée pour ça au départ, contrairement à des modèles plutôt anglo-saxons, où les socles sont très ouverts, toujours. Donc déjà, on parle de porosité avant de parler de la mixité, mais dans les bilans... Pourquoi tu penses qu'il y a cette différence, au fait, culturelle sur la porosité, au fait? Est-ce que c'est des questions de flux, de sécurité? Parce que, moi, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais en fait, les challenges sécuritaires étaient les mêmes, potentiellement même sur un CBD, c'est grosso modo le même type de personnes qui vont être dans ce quartier et qui auraient potentiellement... Je pense que la logique anglo-saxonne, elle considère que les services à l'immeuble sont apportés par des service providers qui sont en fait des locataires de commerce en pied d'immeuble. C'est assez frappant quand tu visites des tours à Londres et encore plus à New York. Finalement, on est assez avancé sur la logique d'intégration des services dans l'immeuble en France. Quoi qu'on en dise. Alors, parce qu'on a une culture de la restauration et de la restauration sociale qui ne s'est pas développée dans d'autres pays. C'est un modèle très spécifique qui a fait que ce service-là, qui est un service premier pour un utilisateur, il a naturellement été intégré à l'immeuble et pas accessible à l'extérieur, pas dans une logique commerciale. Et qu'on a, du coup, essayé d'élargir avec le temps la palette de services proposés par les immeubles de bureau à leurs utilisateurs. Le fait de pouvoir se nourrir et se dire, en fait, by the way, si on pouvait mutualiser les services entre plusieurs immeubles et permettre à quelqu'un qui a un business model non subventionné par entreprise de faire son job et d'avoir un équilibre budgétaire qui tourne, voilà, on a une évolution qui est dans l'autre sens. Donc, probablement qu'on a déployé plus de services in-house à l'immeuble et privatifs à l'immeuble, avec une logique de subvention à la française, qui est un modèle très différent de ce qui s'est fait en Angleterre ou encore plus aux États-Unis. Ouais, parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que nous, il y a des campagnes sur lesquelles on a travaillé où on sait que quelque part un peu la sélection de ces différents opérateurs en ground floor a vraiment aidé à donner une tonalité à l'immeuble, à donner une vie à l'immeuble, même on va dire un caractère assez spécifique, et qui nous a permis presque d'ouvrir la commercialisation sur des cibles qui n'auraient pas nécessairement regardé le bâtiment avant, en fait. Est-ce que tu trouves qu'à ce moment-là, même le modèle, je trouve hyper intéressant de parler justement de ces services mutualisés avec potentiellement d'autres tours, mais est-ce que le modèle lui-même de ces services propres à l'immeuble, avec les nouvelles façons de travailler, peut-être
que les gens ne sont pas là 5 jours par semaine. Est-ce que ces restaurants entreprises, elles peuvent fonctionner sans cette mutualisation, sans ces services qui sont ouverts vers un public plus large et peut-être même externe? Alors, moi, je pense que c'est un modèle qui va perdurer, qui va évoluer, mais qui va perdurer. Probablement sur et on le voit, la taille des restaurants d'entreprise qu'on programme aujourd'hui dans les immeubles n'est pas la même qu'hier. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu un rétrécissement de l'offre. Il y a une évolution des concepts qui tend à se rapprocher des concepts de restauration commerciale classique. Il y a des modèles de plus en plus hybrides. On arrive à avoir des restaurants qui s'ouvrent à l'extérieur. Après, quand on parle de densité d'usage, on se dit, mais toutes ces capacités de cuisine qui sont en fait utilisées du lundi au vendredi pour le déjeuner et pas ailleurs, alors même que... Non, c'est fou. Tu vois, on pourrait imaginer et réfléchir à densité d'usage. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est de dire comment on utilise les surfaces. Alors, de bureaux, parce qu'elles ont des shifts d'usage qui sont assez programmés, mais ça pourrait se passer sur d'autres classes d'actifs. Mais comment on peut utiliser ces surfaces quand elles ne sont pas utilisées en réalité par leur utilisateur classique, qui est le locataire de bureau. C'est une démarche qu'on a eue sur la Tour Open, par exemple, qu'on a travaillé et restructuré à La Défense, où donner une coloration et un usage social et sociétal à la Tour est passé par, et on travaille avec le groupe SOS là-dessus, comment on peut mettre à disposition les cuisines pour des gens qui font de la cuisine à vocation sociale et solidaire. Elles sont là, les cuisines. On les paye pendant qu'elles sont pas utilisées. Bien sûr. Comment l'immeuble, avec sa densité avec son usage, ses énergies, ses compétences, peut apporter sa pierre à l'édifice de l'impact social local. Est-ce qu'il y a des surfaces en fin de journée ou en début de journée qui peuvent être utilisées par des associations qui viendraient aider des gens, j'en sais rien, donner des cours Voilà, toutes ces questions-là, on se les a posées. Elles sont pas simples à résoudre. Ah non, mais clairement pas. Mais elles sont passionnantes. Elles sont réellement passionnantes parce qu'elles permettent aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, de donner une coloration qui n'est pas qu'une coloration commerciale, mais une coloration d'utilité à l'immeuble. Voilà. Donc, je fais un peu une digression là par rapport à ta question, mais on a des modèles de services, et notamment sur la restauration, qui évoluent vachement, qui sont en train de se mixer ou de s'hybrider avec des modèles commerciaux pour pouvoir renforcer la densité d'usage. Non, mais c'est clairement ça, et c'est hyper intéressant parce qu'au fait, c'est cette notion presque au niveau de l'immobilier de bureau, au niveau de l'immobilier, c'est cette notion d'appliquer des choses comme le dwell time, en fait. C'est comment est-ce qu'on augmente quelque part un peu la journée de l'actif, comment est-ce qu'on augmente ces choses-là. Et moi, je trouve que c'est clairement pas facile parce que tu as d'autres flux, tu as d'autres personnes qui vont arriver, mais je pense que ce que ça fait, c'est que cette porosité, cette ouverture vers son environnement, de dire que voilà, cet immeuble devient un acteur social, quelque part. Je pense que ça amène justement cette notion de valeur. Est-ce que sur un immeuble comme ça, quand tu es en train de parler aux potentiels locataires, c'est quoi les choses qui attirent encore, en fait? Est-ce que les locataires, qu'est-ce qui les attire vers un actif plutôt que vers un autre? Alors, c'est bien sûr, c'est différent en termes de type de locataire, mais est-ce que ce genre de choses-là, justement, cette mixité, cette vocation, rôle social que peut jouer un immeuble, est-ce que c'est quelque chose qui les attire? Oui, alors ça peut attirer ou faire peur. Ouais, donc faut le manier avec finesse parce que, moi le premier, tu te dis mais en fait si je suis chef d'entreprise, tu m'expliques comment ça va marcher le croisement des flux parce que je vais recevoir mes clients. Donc en fait si j'ai des sans-abri qui viennent à la soupe populaire en bas, c'est super. Mais comment on fait en sorte que tout ça puisse cohabiter. Donc en fait il s'agit d'expliquer que on n'est pas en train de faire mixer des flux aussi différents que on a bien en tête de comment ça fonctionne. Après, je pense que ça a un vrai impact parce que aujourd'hui, en immobilier, on sait à peu près tous traiter le E de l'ESG. En tout cas, on sait comment faire. Après, il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles à régler, mais c'est cartésien et scientifique. La route, elle est à peu près tracée et on a, en France en tout cas, des volumes de labellisation et de contraintes réglementaires qui fixe à peu près les lignes. La partie S de l'ESG, elle est finalement assez peu et difficile à traiter dans le secteur immobilier. En revanche, elle est importante pour nos clients et faire contribuer l'immeuble à la politique RSE en traitant la responsabilité sociale en même temps que l'enjeu environnemental.
c'est quelque chose qui, pour encore un décideur, tu vas en parler des décideurs tout à l'heure, il y a le directeur immobilier, enfin le patron de la RSE, il peut avoir son mot à dire aussi. Et évidemment que tu vas pas emmener ton entreprise dans une passoire thermique, ça c'est une première chose, mais comment l'immeuble contribue et comment en fait, moi directeur immobilier ou moi directeur de la RSE, je peux contribuer à la politique RSE de mon entreprise via mes décisions immobilières. C'est un truc qui, à mon sens, porte. Et aujourd'hui, justement, il y a, comment dire, est-ce que ces décisions-là, au niveau RSE, elles sont toujours aussi importantes au niveau de l'immobilier, ou est-ce qu'on a vu, à cause potentiellement du contexte politique, un frein par rapport à ça, ou on en parle moins, mais on en fait toujours plus? Alors, on en fait toujours plus. On a, en tout cas en France, je le disais, un cadre réglementaire. La France est quand même plutôt en avance par rapport à d'autres pays d'Europe de ce point de vue, hein, et même du monde. Le décret tertiaire, les enjeux de labellisation et les cadres de labellisation ont été assez importants, assez nombreux. En plus des labellisations anglo-saxonnes, on avait les propres labellisations françaises. La RE 2020 porte là-dessus un certain nombre de choses. Donc sur la partie E, j'allais dire, c'est comme... je vais faire un peu... ancien combattant, mais quand il y avait des immeubles qui n'étaient pas climatisés et que tu climatisais, au départ c'était une valeur ajoutée et après c'est devenu un must-have qui était plus une valeur ajoutée. Un immeuble sur lequel tu coches pas la case du E aujourd'hui est un immeuble qui a une non-liquidité en réalité, et locative et d'investissement. Et donc c'est un must-have. Et donc il n'y a même pas de question à se poser sur la partie E. Après, moi, ce que je pousse beaucoup vis-à-vis des équipes, c'est d'être très tourné sur l'impact plus que sur la mesure, au sens de remplir des grilles de labellisation pour les empiler, et avoir tous les pins sur une plaquette possible et inimaginable. Ça fait dépenser de l'énergie et de l'argent sur un truc qui, in fine, te garantit pas l'impact réel. Et donc, être tourné beaucoup sur l'impact concret en carbone, en kilowattheure ou du point de vue social, et une obsession un peu vis-à-vis des équipes. Je les serine un peu avec ça. Et ça, c'est, je pense, on va dire, critique et vital. Après, c'est vrai que où nous, on a vu souvent cette espèce de complication, c'était de passer en anglais, de features, au fait, une checklist, on a ces choses-là, sans avoir la course aux pins, comme tu dis, et vraiment, quel est le bénéfice utilisateur qui est rempli, au fait. Nous, on l'a vu, c'est un exemple de dire, voilà, on recycle l'eau de pluie. Et le locataire, il nous dit, en gros, moi, ça m'amène quoi? Est-ce que je vais la boire? En gros, c'est quoi le bénéfice utilisateur? Comment est-ce que vous avez réussi, ou comment est-ce que tu as réussi en interne à justement traduire des choses qui sont peut-être assez techniques, assez cartésiennes, en bénéfice utilisateur? Les charges. Le truc le plus mesurable, c'est le coût de ton immeuble. S'il consomme moins d'énergie, toute chose égale par ailleurs, il coûte moins cher, il coûte moins cher en charge. Donc, et à long terme, il est moins soumis aux pressions inflationnistes d'une énergie carbonée qui va nécessairement, dont le coût va nécessairement croître. Maintenant, c'est pas toujours visible et on n'est pas toujours très bon justement pour mesurer l'impact réel. On a un truc assez parlant sur le carbone. Donc on essaye de mettre nos immeubles sur des trajectoires carbone qui vont dans le même sens que la trajectoire crème A+1,5, même si celle-ci est de toute façon déjà dépassée. Et donc on a des tas de plans d'investissement où on flague les actions d'investissement qui concourent à l'amélioration de la performance carbone. Et donc je demande aux équipes de mesurer évidemment l'évolution de la performance carbone. Et là on me dit, en fait, toute chose égale par ailleurs, on a moins consommé de kilowattheures, on a moins consommé de carbone sur le patrimoine, je ne sais plus combien de pourcentage, mais peu importe. Mais ça ressort pas des calculs de carbone parce que cette année, EDF en France a fermé une partie de ses centrales nucléaires. Plutôt l'année dernière, ils avaient fermé une partie des centrales nucléaires. Donc, les coefficients de transformation de l'impact carbone de l'énergie électrique consommée font que, en réalité, ça gomme l'impact carbone. Ça, ton immeuble, il peut rien. Et tu peux pas avoir une énergie plus décarbonée qu'une énergie électrique en France. Et donc, l'effort que tu fais et la mesure de cet effort et la valorisation de cet effort vis-à-vis de ton locataire est toujours un peu compliqué à communiquer. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit mûrir et pour le coup, encore s'améliorer. Et en termes, encore une fois, de valorisation ou de valeur,
Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu définirais justement la valeur immobilière ou le voyage que tu vas amener? Enfin, quelles sont les métriques sur ce chemin de la valeur où vous reprenez, où vous investissez dans un actif au début? Enfin, comment est-ce que vous avez la capacité de déclencher, de unlock cette valeur, en fait, par rapport à vos actions? Alors, dans le contexte actuel, en bureau, on protège la valeur, pour être très honnête. On essaye de protéger la valeur plus que la unlocker sur des actifs qu'on détient dans une stratégie de détention long terme core. Évidemment, ce serait pas exactement la même chose si on était un investisseur, en tout cas si on avait beaucoup de stratégies d'investissement en value add, où là tu achètes un actif que tu repositionnes en prenant du risque sur sa transformation. Là où je pense qu'on a le plus d'impact pour effectivement déverrouiller cette valeur, c'est accroître la désirabilité des immeubles. Le concept de désirabilité est un truc qui me plaît beaucoup parce qu'il embarque plein de choses. Il embarque l'efficacité, l'esthétique, évidemment l'efficacité financière et donc la compétitivité. Il embarque la user experience. Et ça, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins mesurables, mais c'est ça notre métier en fait, c'est de rendre les actifs pour les investisseurs futurs comme pour les locataires plus désirables. Et pour les rendre plus désirables, il faut savoir ce qu'ils recherchent. Alors un investisseur, il va rechercher la sécurité maximum de son flux, avec un rapport rendement-risque qui est le plus optimal. Et donc le sujet, c'est de dire, en fait, même si tu as un élément de risque qui arrive, qui est le départ d'un locataire sur un immeuble de bureau, en réalité, c'est un actif qui restera toujours facile à recommercialiser. Et puis pour un utilisateur, c'est sa flexibilité, sa capacité de grandir. Et ce qu'on fait assez peu sur la classe d'actifs bureau, ce qu'on fait sur d'autres classes d'actifs, c'est de prévoir des investissements constants. Trop longtemps, sur cette classe d'actifs, on a été avec je mets un énorme paquet de capex, je loue, ça dure pendant 9 ans, 12 ans, 15 ans si j'ai du bol. Bon, là c'est rincé, je recommence et puis je réécris une histoire. Sur des classes d'actifs différentes, si tu prends pour reprendre des centres commerciaux, mais ce serait vrai ce serait vrai sur de l'hôtellerie par exemple. C'est des classes d'actifs sur lesquelles si tu n'investis pas de manière permanente, petit à petit pour contribuer à l'exploitation en fait et à améliorer en permanence la désirabilité de ton actif, alors l'actif perd de sa valeur. Ouais, exactement. Elle s'égrène au fait au fil du temps. Elle s'égrène. Ouais. Sur le bureau, elle s'égrènait pas. Modulo la consommation de ton bail, mais en réalité, c'était très en dents de scie. Je pense qu'on va arriver aussi à des modèles où on aura des logiques d'investissement permanents. Alors sur des gros actifs de bureau, encore une fois, c'est pas exactement la même chose sur un actif de 2005 et sur un actif de 20 000, mais en réalité, je pense qu'on va arriver plus vers ça. Cette fonction, et on le voit, pour le travail que nous on fait en termes de la durée de vie de l'actif, en fait, on est, pour nous, d'un côté on est toujours en campagne parce qu'on a des locataires potentiels qui deviennent des locataires qu'on a envie de garder, qu'on a envie de choyer. In fine, on veut qu'ils restent, qu'ils continuent leur voyage avec le bâtiment. Donc cet investissement permanent durant le cycle de vie de l'asset est aussi hyper importante pour nous, en fait, du côté de la com et de l'histoire qu'on raconte. Alors, Charles, merci beaucoup pour tout ça. J'ai quelques petites questions pour clore notre épisode. La première, est-ce qu'il y a un mythe ou une croyance dépassée au niveau de l'immobilier de bureau par rapport à sa valeur que tu aimerais remettre en question, en fait, ou que tu aimerais démystifier ou contrer? Alors, je pense que, on n'a pas encore complètement de visibilité de où on va atterrir à très long terme sur l'équilibre télétravail, pas télétravail, la manière de gérer la flexibilité. On voit que le balancier est en train de revenir. Donc, la croyance est maintenant, je pense, passée de le bureau bashing. Je pense c'est plutôt derrière nous. Les bureaux vont pas disparaître. Moi, je crois au contraire que c'est un élément qui va être d'autant plus valorisé par les entreprises que c'est le lieu de sociabilisation, que c'est le lieu de rencontre. On parlait d'horizontalité, de besoin. En fait, tu vois, nous, on va déménager et on passe d'un hôtel particulier dans le 8e avec des plateaux de 300 mètres carrés à un seul plateau de 4000.
ce que ça te permet de mettre en œuvre du point de vue managérial, du point de vue du fonctionnement de l'entreprise, des rencontres futures, le fait de considérer le bureau comme un outil et un levier managérial de transformation et de support d'un projet d'entreprise va être d'autant plus fort demain qu'hier. Donc cette croyance-là qui a, à mon sens, fait long feu. C'est peut-être la réalisation de cette croyance, au fait, de voir à quel point c'est important. Ouais. Et je discutais avec un candidat hier et je lui demandais, c'est assez marrant ça, je lui disais, mais est-ce qu'il y a un élément dans une entreprise qui serait quelque chose de rédhibitoire pour vous? Et il me dit, une boîte 100% en télétravail, ce serait rédhibitoire. Et ça, alors ça m'a un peu rafraîchi, moi. Tout ça pour quelque chose. Mais je pense que c'est pas juste. Enfin, c'est aussi l'illustration du fait que le full remote ne s'appliquera pas, et en tout cas peut-être de manière très marginale à certaines professions, certaines boîtes. Sporadique sur une durée. Mais on est plutôt à un sujet où le bureau va reprendre une importance beaucoup plus importante. Même qu'avant. Alors, ça n'aura pas forcément d'impact sur la surface consommée. Complètement. Mais la valorisation et la capacité de mettre de l'argent sur le lieu qui est le lieu de l'entreprise est à mon sens, une croyance qui va s'élargir. Non, et puis de voir justement, c'est ce que tu dis, la capacité du bureau aussi, avoir ce rôle social, on a parlé de l'ouverture et de la porosité, mais aussi en termes d'occupation, d'avoir un rôle social d'intégration, d'inclusion, on l'a vu, après le télétravail, les premières réunions qu'on faisait en réel, à quel point ça nous demandait beaucoup plus d'énergie, presque d'empathie ou d'intelligence émotionnelle, donc non, complètement. Et c'est là où tu vois le boulot de l'asset manager et du propriétaire au sens large en réalité peut vachement changer parce que l'attente de ton client est plus la même. Et il n'a pas la capacité, lui, parce qu'il ne maîtrise pas forcément non plus tous les murs, sauf si c'est un siège sur lequel il est tout seul, mais et encore, c'est pas forcément sa compétence. C'est pas son cœur de métier. Ouais. Et donc c'est une compétence qui est un peu in between l'utilisateur et le propriétaire. Les coworkers se sont engouffrés là-dedans avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, ce que venaient chercher les gens dans du coworking, c'était pas seulement la flexibilité d'usage et le fait de pouvoir dire je peux me poser n'importe où dans un réseau et je vais avec mon sac à dos bosser où je veux. Parce que finalement, ça, quand tu regardes la réalité d'usage, c'est une part très très faible. Mais en revanche, le côté lifestyle, ou en tout cas identité, immobilier opéré, plug and play, l'entreprise se focalise sur ses enjeux business et ce qui se passe dans son lieu est géré par un professionnel. C'est la même différence qu'entre un Airbnb et un hôtel. Tu vas chercher dans un hôtel lifestyle autre chose que dans un Airbnb. Donc, et si tu devais résumer en une phrase ou deux, ou un mot, ce qui va être le driver, le levier ou un des drivers de la valeur immobilière en termes de bureau pour toi dans les années à venir, avec toute cette fluidité et cette flexibilité des marchés, quoi, un peu ton mantra qui te guide? En un mot, je dirais efficacité. Efficacité parce que justement, on va aller chercher de la densité d'usage pour des raisons financières et des raisons environnementales. Efficacité parce qu'on est quand même dans une logique de frugalité et d'économie de moyens, tant du point de vue des investisseurs que du point de vue du locataire. Et cette recherche d'efficacité, parce qu'on a aussi, comme on se cherche un peu sur le modèle d'opérateur dont on parlait, on a tous tendance à empiler un certain nombre de service providers partenaires. Un sur l'hospitality, un sur la restauration, un sur le flex, un sur les salles de réunion, un sur le community management, etc. Et que cette mise en mouvement d'un écosystème, petit à petit, elle va se consolider pour devenir plus efficace. Donc, mon mantra, ce serait efficacité. Merci. C'était très rigoureux, très suisse comme mantra. On est très contents. Donc en tout cas, Charles, merci beaucoup d'avoir participé à Bricks & More. C'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le plateau aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Merci. Thanks for listening to Bricks & More. If you've enjoyed today's episode, please share it with a colleague or friend who would appreciate it. If you're not already, connect with me on LinkedIn, whether to say hello or discuss a destination, real estate, or hospitality project of your own. Finally,
Please rate the podcast on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts. Again, share the episode, connect with me on LinkedIn, and rate the podcast. I'm Adrian Strittmatter, and I'll be back soon with the next episode.